Je commencerai par, pour donner un peu le ton de l'exposé, par trois citations, Rota, Châtelet, Badiou. Première citation, c'est Rota: le philosophe allemand Hegel a écrit qu'un philosophe qui utilise le mot « et » trop souvent ne peut être un bon philosophe. Je pense qu'il a raison, du moins au fil de la lecture. Toute lecture devrait établir un point central et le répéter encore et encore, tel un thème avec ses variations. La discussion de tout à l'heure sur les invariants. Et Châtelet dit: une philosophie offensive doit affronter résolument ses points d'éveil, ce sont les avant-postes de l'obscur. Enfin, Badiou, on verra à quel titre. Entre ce corps et ce texte, il s'agit de Châtelet, il y a le style, cette prose qui est à la fois d'un tireur au pistolet et d'une dentelière. Alors, avant d'aborder cette première partie sur la rencontre posthume Châtelet-Rota, pour la bibliographie minimale concernant Châtelet, je vous renvoie évidemment aux Enjeux du mobile, paru en 1993, et puis à l'Enchantement du virtuel. Aussi sur l'autre aspect de l'œuvre de Châtelet, à savoir le côté politique, Vivre et penser comme des porcs, sorti en 1998, et puis Les animaux malades du consensus, sorti en 2011, et publié par Catherine Paoletti. Ça, on l'a déjà vu, c'est l'ouvrage fondamental en français de Rota. De Frédéric Patras, parce que ça c'est la bibliographie contextuelle, son livre La pensée mathématique contemporaine bien sûr, mais aussi ses articles très importants, Phénoménologie et théorie des catégories, dans le Geometry of Nature, et puis Pourquoi les nombres sont-ils naturels, qui est un texte aussi très important dans les Rediscovering Phenomenology, Phenomenological Essays. Le Gargani, parce que c'est un lien avec, même si je développe pas ici, avec les positions affrontées à la fois par Rota, Châtelet et Étienne Klein d'ailleurs. Enfin, le Zalamea, qui est un ouvrage, peut-être le seul ouvrage depuis Lottmann à traiter des mathématiques contemporaines, d'un point de vue philosophique, sur la philosophie synthétique. Et puis un autre texte que je ne traiterai pas, mais qui est intéressant sur la confrontation en phénoménologie Bachelard, et donc pas seulement en Bachelard, c'est le livre de Barzotti sur Bachelard, critique de Husserl, aux racines de la structure épistémologie-phénoménologie, à Racine. Donc voilà, mon plan sera en 2 points, des affinités sélectives pour rencontres posthumes, et puis récoltes et semailles, présent vivant et futur antérieur. Bon, je pense que j'aurai le temps de le traiter. Alors, 1999, c'est une date bascule, une date clôture, un point frontière avant le basculement dans notre terrible XXIe siècle. 1999 aura marqué la disparition tragique de ceux que je désignerai sans embâge comme les 2 amis incorruptibles d'une pensée sauvage, Giancarlo Rota et Gilles Châtelet. Ils furent tous deux de la race des sauvages. Alors, qu'entendre par sauvage ? Étymologiquement, cette sauvagerie s'applique en français comme en italien à des animaux carnassiers qui vivent en liberté dans la nature, tels des oiseaux. Pas n'importe quel oiseau, les vautours, les aigles. Au XIIe siècle, sauvage se dit également d'ermites, de brigands qui vivent solitaires, généralement dans les bois. C'est le cas assez répandu chez les mathématiciens, si nous prenons les exemples d'Alexandre Grothendieck ou de Grigori Perelman. Dès ce XIIe siècle, l'idée initiale de forêt tend à s'oublier, comme en italien forestiere, qui en est venu à signifier étranger. Le mot comporte aussi en ancien français l'idée d'étrangeté, c'est la parenté étrange-étranger, et sauvage s'applique à la fois aux humains considérés comme anormaux, extraordinaires, et dans la culture elle-même, à ceux que l'on juge rudes, grossiers, qui sont comme proches d'un état de nature. Bref, il s'agit bien de qualifier celui qui se plaît à choquer, et c'est le premier trait commun, la première affinité sélective entre Rota et Châtelet.
Alors en 2001, voici bientôt 15 ans, entre autres, voici comment j'ouvrais le colloque Gilles Châtelet, consacré à Gilles Châtelet, auquel avaient participé Alain Cohn, Thibaut Damour, enfin, différents scientifiques, amis de Gilles. Voilà ce que je disais. Dès le premier regard, Gilles fut pour moi associé à la figure du Nolin, Giordano Bruno. Lui aussi était de la race des furieux héroïques. Furieux et héroïques, c'est-à-dire amoureux et humains. Car Gilles aura mené à son terme une revendication de la philosophie comme activité spéculative ou exercice intellectuel, et par suite radicalement minoritaire, propre aux sujets exceptionnels et solitaires qui seuls savent conduire précisément la philosophie à sa perfection. La fureur héroïque n'est pas un raptus inconscient ou une suspension des fonctions cognitives, mais un processus guidé par la connaissance rationnelle, processus compris dans la connaissance scientifique de la nature et par diagrammes spectraux. Spectre dont parlait hier notre ami. Alors une petite remarque concernant les biographies couplées de cette rencontre posthume. Giancarlo Rota comme Gilles Châtelet nous ont quittés donc en 1999, occupant chacun un pôle extrême du spectre existentiel. Rota s'est semble-t-il éteint pacifiquement à 66 ans, d'une crise cardiaque durant son sommeil. Gilles s'est quant à lui suicidé par pendaison, un jour de juin, dans des conditions plus que tragiques, sans doute en toute lucidité, même si la possibilité d'un meurtre a pu être envisagée à un certain moment. Peut-être en va-t-il ici de la question du romantisme, si radicalement fustigé par Giancarlo Rota. L'idée de génie, dit Rota, élaborée par les romantiques allemands, est une idée destructrice. C'est une fuite dans le fantasme, comme le nazisme. En 1974, Rota remarque que, je cite, « Ce livre vise à éliminer l'image romantique, pernicieusement inexacte, du génie supérieur, universel et saint, une image qui est toujours inculquée dans les écoles partout dans le monde, avec un criminel mépris pour la vérité et des résultats catastrophiques. » Alors s'intercale ici, dans cette forme d'anti ou de non-romantisme, ce portrait croqué par Alain Badiou dans son petit Panthéon portatif en 2008. Dans l'ordre vital, il s'agit cette fois de remarquer que la solitude, l'intériorité sont peut-être, hélas, l'essence intime de l'altérité et du monde extérieur. Gilles Châtelet connaissait d'innombrables personnes, mais il y avait dans cette apparente dissémination une dose considérable, et peut-être à la fin mortelle, de solitude et de retrait. Dans l'ordre de l'existence, on peut appeler matérialisme l'assèchement du virtuel, en sorte qu'à ce matérialisme, c'est bien l'idéalisme romantique des puissances de l'enfance que Gilles Châtelet entendait restituer. Et cette question du romantisme est à la fois fort complexe et hautement acrobatique. Ainsi, Giancarlo Rota écrit également ceci. La liaison, en français dans le texte, entre la philosophie et la déesse raison est une cohabitation forcée, très différente de l'idylle romantique entretenue depuis un temps immémorial entre la déesse raison et la mathématique. Alors Gilles Châtelet, mathématicien et philosophe, a développé une pensée des mathématiques et de la physique originale et singulière, consacrée au temps de la création et à la genèse des concepts scientifiques. Un des grands mérites de ce travail est le refus vigoureux, mais rigoureux, de l'approche logique et langagière dans la pensée du nouage entre science et philosophie, précisément parce que les savoirs ne se réduisent pas à leur dimension officielle. La tâche de la philosophie dans sa rencontre avec la science est alors de penser le caractère furieux, inventif et spéculatif des découvertes. Il s'agit, pour reprendre une expression de Merleau-Ponty, d'être dans le dos du physicien ou du mathématicien. Une philosophie offensive ne saurait se contenter de ratiociner indéfiniment sur le statut des objets scientifiques. Elle doit se situer résolument aux avant-postes de l'obscur, en ne considérant pas l'irrationnel comme diabolique et réfractaire à l'articulation, mais comme ce par quoi des dimensions neuves peuvent advenir. Les avant-postes de l'obscur, la formule est ainsi lâchée. Je définirais volontiers ces avant-postes comme des lieux d'intenses échanges entre physique, mathématiques et métaphysique,
c'est-à-dire comme les antichambres de la formalisation. Il s'agit donc pour le philosophe de s'installer là où l'invention se fait, à savoir en amont du formalisme. Aux avant-postes de l'obscur, le philosophe géomètre ne découvre pas une langue polie et polissée, mais de troubles reflets, de furtives caresses, des ratures, des esquisses, des schémas, bref tout un appareillage non codifié, qui se produit en même temps qu'il s'invente, à l'évidence non verbale, et qui cherche à capter une intuition nouvelle, s'affranchissant ainsi d'un état donné du savoir, pour se hisser dans une dimension supérieure, ou tout du moins différente. C'est André Weil que convoque ici Châtelet. Texte de Weil. Les mathématiciens du XVIIIe siècle avaient coutume de parler la métaphysique du calcul infinitésimal, de la métaphysique de la théorie des équations. Ils entendaient par là un ensemble d'analogies vagues, difficilement saisissables et difficilement formulables, qui néanmoins leur semblaient jouer un rôle important à un moment donné dans la recherche et la découverte mathématique. Rien n'est plus fécond, tous les mathématiciens le savent, que ces obscures analogies, ces troubles reflets d'une théorie à une autre, ces furtives caresses, ces brouillards inexplicables. Rien aussi ne donne plus de plaisir aux chercheurs. Un jour vient où l'horizon se dissipe. Le pressentiment se change en certitude. Les théories jumelles révèlent leurs sources communes avant de disparaître. Comme l'enseigne la Gita, on atteint à la connaissance et à l'indifférence en même temps. La métaphysique est devenue mathématique, prête à former la matière d'un traité dont la beauté froide ne saurait plus nous émouvoir. Dans l'esprit, l'ordinateur et les lois de la physique, celui à qui Châtelet reprochera de réduire le philosophique à du quasi-philosophique, censé rendre la science comestible pour l'honnête homme et l'attendrir avec un supplément d'éthique, ce courageux pourfendeur du fétichisme computationnel déclare ceci. Presque toute ma réflexion mathématique se fait visuellement et en termes de concepts non verbaux, même si les pensées s'accompagnent très souvent d'un commentaire verbal vide et presque inutile, tel que telle chose va avec telle chose et telle chose va avec telle autre chose. Je peux parfois utiliser des mots pour de simples inférences logiques. De même, la difficulté que ces penseurs ont eue à traduire leurs pensées en mots est quelque chose dont je fais souvent moi-même l'expérience. Fréquemment, la raison en est simplement que les mots n'existent pas pour exprimer les concepts requis. Pour Châtelet, la pensée mathématique et physique, tout du moins dans sa phase de recherche et d'invention, est essentiellement non verbale. Quel est alors son support? Dans quoi s'incarne-t-elle? Les croquis, les esquisses, les dessins raturés, rectifiés, tout cela oriente vers une origine géométrique, plus exactement diagrammatique de la pensée. Or, ce que met en évidence le diagramme, en tant que support de l'invention physique et mathématique, c'est l'irréductibilité essentielle de la pensée à la lettre. C'est peut-être ce type d'expérience que recherchaient les moines irlandais en se risquant dès le 7e siècle dans leur labyrinthe. On a pu montrer que les lettres animées, les enluminures des manuscrits n'étaient pas adjointes au texte comme une décoration ou comme un supplément, mais prétendaient solliciter la patience du lecteur toujours pressé de recevoir l'information contenue dans un texte. J'insère une note, en instaurant une espèce de compétition avec l'écriture pure, elles font valoir les droits d'un rationalisme de type initiatique, appréciable par quelques rares connaisseurs soucieux de ne pas succomber aux transitivités faciles du littéral ou à la fascination des images. Nous savons qu'il y a une espèce de pudeur géométrique de l'entrelac qui impose un effort pour saisir le relief qu'il déploie. Nullement commises au remplissage, les torsades des enluminures entendent bien rappeler que le spéculatif est irréductible au littéral et ne s'épuise pas en alignant des unités signifiantes. Les recherches contemporaines ne sont pas éloignées, elles redécouvrent la dimension comme ce qui se rebelle à tout processus verbal et ne se laisse saisir que par des notations nouvelles. Celles-ci ne sont pas des ornements, mais possèdent le privilège de discipliner les allusions et le pressentiment des formes. La pensée jaillissante ne s'incarne pas dans la langue. Comme l'explique Penrose, en fait, je calcule souvent en utilisant des diagrammes spécialement conçus qui constituent une sténographie de certains types d'expressions algébriques. Ce serait en fait
très lourd d'avoir à traduire en mots ces diagrammes, et c'est quelque chose que je ne fais qu'en dernier recours s'il devient nécessaire de donner à autrui une explication détaillée. J'ai pu également observer qu'à l'occasion, si j'ai passé un certain temps à me concentrer intensément sur des mathématiques, et que quelqu'un m'entraîne soudainement dans une conversation, je me trouve presque dans l'incapacité de parler plusieurs secondes durant. Cela ne veut pas dire que je ne pense pas quelquefois en mots, mais seulement que les mots me paraissent presque inutiles pour la pensée mathématique. Peut-être que d'autres modes de pensée, par exemple le mode philosophique, sont plus propices à l'expression verbale. Alors on sait que Châtelet apprécie énormément, comme chez Jean-Yves Girard, le travail de gödelisation conduit par Sir Roger Penrose. Le terme vient de lui. Et il déclarait ceci: « Ne pas savoir penser en pointillé, c'est fondamentalement ce que Penrose reprochait à ceux qui prétendent encapsuler la pensée dans un algorithme, et c'est pourquoi il souhaite dégager un ingrédient non algorithmique pour la pensée consciente, cet ingrédient impliquant la mise en jeu d'une physique nouvelle. » Mais cela ne suffit pas à l'iconoclaste Châtelet, qui reprochera à Penrose de succomber toujours à la confusion entre la pensée et la trace physique de la pensée. Ambiguïté, allusion, éclatement des références, tout cela convoque une tradition philosophique qui ne fréquente guère. C'est dommage. Allons, professeur Penrose, encore un petit effort pour sortir de Wittgenstein et des collèges de philosophie d'Oxford et de Cambridge. Voilà qui est fort proche du style de Rota, d'autant que les conseils philosophiques donnés à Sir Penrose dans ce combat contre le fétichisme algorithmique portent différents noms: Schelling, Hegel, Husserl et Heidegger. On pourrait d'ailleurs y associer ici l'attaque portée par Rota contre Wittgenstein. L'un des préjugés les plus insidieux de notre siècle est qu'un concept doit être défini avec précision pour avoir un sens, ou qu'un raisonnement doit être présenté en tout cas avec la rigueur de la logique mathématique. La plus emblématique et lapidaire expression de ce préjugé, on la trouve à la fin du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Après tout le reste de sa vie, l'auteur a essayé de rétracter ces mots, et les recherches philosophiques sont dans leur complexité une abjuration répétée de cette gaffe juvénile. Finalement, le diagramme est ce dispositif qui joue de façon fertile dans ce lieu de l'invention qu'est le préformel. Parce qu'il incarne la création physico-géométrique, il figure un devenir, et pour cela il est plus ou moins strié d'indéterminations diverses et variées. Comme le rappelle Châtelet, l'indétermination n'est pas une absence de détermination, mais une promesse de virtualités à éveiller. Le virtuel, opérateur philosophique deleuzien, permet de comprendre et de saisir l'idée de radicale nouveauté. Il se distingue du possible, car le virtuel s'actualise alors que le possible se réalise, et le réel est à l'image du possible alors que l'actualisation opère selon des lignes de différence. Le diagramme est donc ce dispositif qui préside à l'invention, et sur la fin de sa vie, Gilles s'intéressait fortement à la théorie des catégories via Grothendieck. Malheureusement, son suicide embarrera définitivement les chemins, et j'ajouterai pour finir que le diagramme est également, pour lui comme pour Deleuze, le lieu de rencontre de l'art et de la science. À titre d'exemple, le peintre Francis Bacon voyait le diagramme comme fonction propédeutique à l'acte de peindre, comme ce dispositif éminemment suggestif, qui est le réceptacle de virtualité en attente d'actualisation. La présence de Giancarlo Rota est bien sûr attestée de manière interne au texte châtelaisien. Elle habite cette actualité en des points absolument stratégiques pour une pensée philosophico-mathématique. La rencontre s'opère au niveau des généalogies et des filiations revendiquées dans l'histoire des mathématiques, en particulier autour d'une figure majeure, tant pour la théorie combinatoire que pour les enjeux du mobile, celle de Hermann Günther Grassmann. C'est dans le merveilleux chapitre La capture de l'extension de Grassmann, géométrie et dialectique, que Rota comparait. Les découvertes mathématiques, celles de Grassmann, ne furent vraiment comprises que vers 1880 et diffusées par Peano et Burali Forti
et il fallut attendre 1985 pour que certains mathématiciens contemporains, Rota et ses élèves, rendent enfin justice aux produits impliqués, symétriques du produit extérieur, et découvrent ses utilisations possibles en combinatoire. Précède une note bibliographique où l'on peut lire, pour différents exposés de la théorie de Grassmann, voir Peano, Calcolo geometrico secondo l'Ausdehnungslehre de Grassmann, Burali-Forti, Introduction à la géométrie différentielle suivant la méthode de Grassmann, Gauthier-Villard du 197, et aussi l'article remarquable de Rota et Talii, On the Exterior Calculus of Invariant Theory, Algebra, 1985. À propos du produit extérieur associé au volume orienté, Châtelet renvoie à nouveau à Rota, très précisément à la présentation moderne de Rota et Talii, On the Exterior Calculus of Invariant Theory. À propos de la notation du produit régressif associé à deux formes d'extension, d'échelon K, K', A et B, il renvoie à Peano et à son Calcolo geometrico ainsi qu'à Rota, en précisant que, pour la construction générale et la condition K plus K' supérieur ou égal à N, Rota utilise la notation inter pour le produit régressif. Nous avons gardé la notation par point épais, proche de celle de Grassmann, qui utilise un simple point, ce qui peut entraîner des confusions. La page 215, à propos de la double forme d'extension, le renvoi à Rota clôt le jeu des références. Gilles connaissait donc parfaitement le travail de l'auteur des Studies in Foundations and Combinatorics et du spécialiste avec Pierre Cartier de l'algèbre Rota-Baxter en théorie des probabilités. Il semble néanmoins avoir ignoré, ou du moins tu, les travaux du philosophe d'orientation phénoménologique, l'auteur de The End of Objectivity, The Legacy of Phenomenology, sur au MIT de 91. Deux mots sur cet important cette importance doublement connectée de Grassmann. Pour Rota, Grassmann n'a jamais résolu aucun des problèmes à la mode de son temps. Il n'a jamais résolu aucun problème en général, à l'exception de ceux qu'il a posés lui-même. Il ne contribua jamais aux mathématiques du XIXe siècle, théorie des invariants, théorie de l'élimination, théorie des courbes algébriques ou tout autre engouement de l'époque. Ce qui est pire, à la consternation de ses contemporains, c'est qu'il a réécrit une partie des mathématiques de son temps dans le langage de l'algèbre extérieure. Il fut le premier à montrer que l'essentiel de la physique classique pouvait être simplifié dans la notation de l'algèbre extérieure, anticipant ainsi le calcul des formes différentielles extérieures développé par Élie Cartan. Le travail de Gibbs puis de Dirac aurait été considérablement simplifié si seulement ils avaient eu ne serait-ce qu'une maigre connaissance de l'algèbre extérieure. Il n'est pas surprenant que Grassmann ne fût pas vraiment le bienvenu parmi les mathématiciens. Quiconque vient avec une nouvelle définition semble voué à se faire des ennemis. Les idées nouvelles sont souvent malvenues et considérées comme inopportunes. Grassmann s'est fait un grand nombre d'ennemis et l'animosité contre sa grande définition n'est pas entièrement éteinte. Évidemment, Rota fait ensuite référence à Peano, le mathématicien qui le premier comprit l'importance de l'algèbre extérieure et qui, inconnu du côté français, dut attendre la venue d'Élie Cartan. Ici, en forçant un peu le trait, il va relever un véritable paradoxe. Si Grassmann n'a pas été lu, c'est à cause de Bourbaki. Et s'il a été enseigné, c'est grâce à Bourbaki. Son style descriptif, celui de Grassmann, tombant précisément à l'époque où la méthode axiomatique se transformait en dévotion fanatique parmi les mathématiciens, est très probablement une raison de sa non-lecture. Tout mathématicien de ma génération et de la précédente a appris l'algèbre extérieure de Bourbaki. Enfin, Émile Artin, par exemple, l'a appris au début des années 50, motivé par la cohomologie de Galois qu'il était alors en train d'inventer. Enfin, Rota tire un bilan global de la situation. L'état de négligence et d'abandon de l'algèbre extérieure constitue la tragédie de ce XXe siècle. Ce n'est que maintenant, 1997, que le tir est lentement corrigé. Qui ne peut s'émerveiller de ce succès conjoint de la combinatoire, de l'algèbre et de l'analyse, qu'est la théorie des systèmes différentiels extérieurs. Ces systèmes furent introduits pour décrire les trajectoires du mouvement. Pourtant, l'intrusion de notions géométriques
est comme l'apparition lors d'un mariage d'un parent proche mais mal fringué. L'algèbre devrait dicter la sémantique, comme cela s'est produit en géométrie algébrique, en logique, etc. Quoi qu'il en soit, les notions spatiales seront associées aux systèmes différentiels extérieurs et devraient être obtenues par une théorie des modèles à la fois impartiale et inexorablement déterminée par la syntaxe de l'algèbre différentielle extérieure. Aucun manuel correct de présentation de l'algèbre extérieure n'a vraiment été écrit. Van der Waerden, un étudiant du général Weizenbock, comme Emmy Noether, une étudiante de Gordon, haïssait la théorie classique des invariants et tout ce qui allait avec. Dans leur premier manuel de l'algèbre moderne, ils se sont assurés que pas un mot d'algèbre tensorielle, et plus que tout, qu'aucune allusion aux concoctions mystifiantes de ce cinglé de Grassmann ne soit faite. Émile Artin n'a appris l'algèbre extérieure que fort tard dans sa carrière. La première exposition de l'algèbre extérieure est apparue avec l'algèbre de Bourbaki, chapitre 3, la première édition étant meilleure que la seconde. Mais Bourbaki ne croyait pas en la géométrie, et il échoua à pourvoir à la traduction de la géométrie en algèbre que l'algèbre extérieure rendait possible. Un traité de ce chapitre fondamental des mathématiques attend toujours son auteur. En attendant, nous devrons supporter ces mathématiciens qui sont aveugles devant l'algèbre extérieure. Alors on pourrait rassurer Rota sur le fait que, du moins quant aux enjeux proprement philosophiques de l'œuvre grassmannienne, l'auteur tant attendu n'aurait été autre que Gilles Châtelet. Ainsi, en écho direct à Rota, et par de remarquables affinités sélectives, cette merveilleuse démonstration des vertus dialectiques de l'algèbre non commutative, par exemple développée dans un texte où, grâce à la dissymétrie, une sorte de géométrie du contenu vient hanter la discontinuité littérale. La lettre elle-même, sans renier son austérité algébrique, devient géométrique et dansante, si bien que le mathématicien s'empare créativement d'une nouvelle cinétique. Un texte de Gilles Châtelet. En liant le libre ballet des lettres à un continuum, où des circuits peuvent se déformer l'un dans l'autre, le géomètre gagne des formules cinétiques. Il échappe ainsi à l'esclavage du transitif et du spatial, de toute figure et de tout mouvement. Telle chose tourne dans tel sens, qui prétendrait s'imposer en face de lui comme un fait de nature. Alors on peut évidemment y rattacher la création de ce qu'il appelle l'idéographie dynamique de Grassmann, car pour Châtelet, l'organisation supérieure de la pensée se fait toujours par la combinaison active d'un axe de pénétration et de latéralité, lesquelles sont à la fois disposées par l'axe et orthogonales, donc résistantes à sa pure linéarité. En fin de compte, pour qui pense, le multiple est la production d'une déformation du linéaire par la littéralité. À ce propos de la capture de l'extension par Grassmann, Châtelet écrit ceci. La théorie de l'extension se proposait de maîtriser la naissance du continuum divers. Cette diversité ne doit pas être constatée comme celle de blocs dispersés dans l'étendue, mais faire système. Une déformation cohérente doit la produire. Cette ambiguïté exige donc la propulsion noétique la plus résolue, la plus orthogonale aux transitivités, et exalte au plus haut degré le geste qui découpe et expose la forme. La dialectique du point mobile avait réussi à dominer l'opposition entre le point statique et la diversité des places. L'engendrement dialectique manifeste sa force de réactivation en inventant une unité mobile supérieure. Et la propulsion noétique la plus résolue. Entre propulsion noétique et réactivation, deux notions crypto-phénoménologiques, on voit qu'une pensée est ce qui maîtrise, dans le traitement gestuel résolu des latéralités les plus résistantes, l'engendrement du continuum divers. La saisie de l'être ne convoque pas l'établissement ou la présence rassemblée de l'unité du sens, elle convoque, c'est peut-être le mot le plus important, l'irréductibilité dialectique des dimensions. En ce sens, la pensée n'est jamais vouée unilatéralement à l'organisation signifiante, même si Châtelet rappelle toujours la nécessité de la lettre et de l'algèbre pure. Cela, mais l'enjeu ultime de la pensée n'est pas là. Il est dans la capacité à saisir la dimension. Pour cela, il faut inventer des notations, lesquelles excèdent le pouvoir de la lettre.
La filiation bachelardienne est ici encore à l'œuvre. Je cite Bachelard, « De l'incorporation d'un concept scientifique dans un corps de concepts, on trouvera une preuve suffisante si l'on veut bien remarquer que tout concept opératoire est pourvu d'une formule de dimension. Cette formule de dimension réfère le concept au concept de base. Elle organise les caractères qui définissent l'entité en évinçant le flou des déterminations empiriques. » Je cite Bachelard dans le rationalisme appliqué. J'aborderai maintenant la question des rapports croisés science-philosophie et plus spécifiquement mathématiques-philosophie. À nouveau, Rota et Châtelet se retrouvent comme en situation de miroir. Le texte essentiel de Rota sur cette question est à mon avis l'influence néfaste de la mathématique sur la philosophie. Ce texte, pour partie, complémente la déclaration platonicienne de Châtelet contre la présumée puissance totalitaire des faits et du principe de réalité et d'efficacité. Le texte de Châtelet faisait partie d'un dossier intitulé « Le rôle des mathématiques » qui répondait aux attaques formulées en particulier par Claude Allègre, l'alors conseiller spécial de Lionel Jospin, avait commis un ouvrage intitulé « La défaite de Platon » qui prétendait attaquer, je cite, « cette vision platonicienne abstraite qui a infecté l'enseignement français depuis 200 ans ». Châtelet y qualifiait le point de vue de l'ancien ministre de l'Éducation nationale de technopopuliste, visant à réconcilier, je cite, « deux spiritualités, celle de l'épicier du coin, un sou est un sou, et celle jusqu'à présent un peu plus ambitieuse de l'inspecteur des finances. » C'était publié dans la Gazette des mathématiciens en octobre 1997. À la conjoncture et à l'opportunisme de situation, les mammouths mal dégraissés de Claude Allègre, que sont les philosophes mathématiciens, marquent leur nette préférence pour les audaces de la conjecture. Il y a bien une audace propre aux mathématiciens, certes associée à une stricte discipline de la vérification, mais permettant surtout l'accès à un champ où s'esquissent des déterminations virtuelles, non encore explicitées. L'installation dans un tel champ possède tous les caractères d'un diagnostic qui opère de manière décisive, bien avant toute analyse exhaustive. L'exemple le plus flagrant est celui d'attaque de telle ou telle conjecture par une conjecture plus forte, et donc a priori plus difficile à déduire, qui déplace complètement un problème et révèle l'ancienne conjecture comme étant un problème mal posé. Confondre les mathématiques avec de simples chaînes déductives et ignorer le caractère crucial du sens de la bonne conjecture, de ce que nous avons appelé le diagnostic du mathématicien, nous semble une conception aussi mutilante que celle qui prétendrait réduire la physique à un simple exercice de calcul différentiel. En écho, Rota use du terme « guesswork » qu'il précise ainsi. Un grand nombre de résultats mathématiques des plus profonds ont été obtenus par des conjectures. Nous utilisons le terme conjecture pour dénoter cet événement extraordinaire par lequel de nouveaux items mathématiques apparaissent dans le monde. Le terme de conjecture est un mot échappatoire. Ce qui se passe, c'est qu'un mathématicien ou un groupe de mathématiciens, travaillant souvent à différentes époques historiques, deviennent certains de la vérité d'un énoncé mathématique avant d'être capables d'avancer un quelconque argument. La conjecture est la règle, non pas l'exception, en mathématiques. Moi, je vous renvoie, donc c'est le texte de Rota sur Kant et Husserl, et je vous renvoie pour la notion de conjecture au texte important d'Yves André, Le problème de l'orientation dans la pensée mathématique et l'art des conjectures, qui a été publié dans l'ouvrage À la lumière des mathématiques et à l'ombre de la philosophie, et par l'IRCAM, le Centre Pompidou. Comme les faits, et pour une philosophie du concept, Rota déclare ceci contre les faits. Si les mathématiques de nos jours sont plus pauvres en faits, appartenant à un héritage bien plus ancien, elles sont cependant plus riches en concepts, et leur but véritable est de créer des synthèses et des simplifications à même de produire des changements bien plus radicaux que ceux engendrés par une simple capitalisation de faits. Je renvoie ici à l'introduction d'Albino Lanciani, Giancarlo Rota, mathématicien et philosophe, ainsi qu'à Fabrizio Palombi, La stella e l'intero, la ricerca di Giancarlo Rota tra matematica e fenomenologia. Sur ce point, la proximité à nouveau au surrationalisme de Bachelard est évidente. Voici ce que dit Bachelard.
Le concept demande à être examiné dans une perspective de pensée. On retrouve ce que disait Étienne Klein tout à l'heure sur la bouteille, en l'occurrence, mais qui est aussi en grande proximité avec Husserl. On voit dès maintenant le peu d'intérêt d'une détermination de l'extension de ce concept. Le concept aura une compréhension en quelque manière extrinsèque, puisque cette compréhension se développe suivant qu'on multiplie les relations théoriques interconceptuelles. Le concept scientifique est une véritable émergence de la connaissance. C'est ainsi que Gaston Bachelard définit le nouveau conceptualisme dans son rationalisme appliqué en 1949. Ce que rejette très précisément Rota, c'est l'esprit d'entreprise, un aziendalisme réduisant le travail intellectuel à minimiser les frais et à maximiser les profits à court terme. Il voit également un lien entre ce réductionnisme et celui défendu tant par la philosophie analytique que par un certain cognitivisme, ces vices de l'empirisme contemporain et du dogmatisme naïf de l'objectivisme. Mais c'est précisément un fait qu'aucun grand philosophe n'a jamais pensé s'occuper directement de faits. Nos philosophes, ceux qui actuellement occupent certaines des chaires les plus prestigieuses de la philosophie aux États-Unis, ont dû recourir à un slogan nouveau. La philosophie devrait s'occuper de faits. Cet impératif moral, ce devrait, arriverait à la conclusion d'une longue énumération d'autres impératifs similaires. La philosophie devrait être précise, elle devrait suivre les règles de la logique mathématique, elle devrait ignorer les leçons du passé, elle devrait arriver à avoir du succès dans la résolution des problèmes, elle devrait produire des solutions immuables. Mais que veulent dire ces impératifs? Cette multiplication catalectique de devrait a une explication. La réalité de notre monde est bourrée de contradictions que la philosophie classique avait essayé de décrire courageusement et de manière réaliste. Mais on ne peut se confronter aux contradictions avec des esprits qui ont déposé leur foi dans l'axiomatique. Le monde vrai où nous vivons est un monde fait de bévues, d'abandon, d'aberrations, d'abus, d'abgrund. Mais nos philosophes de la dernière heure ne rêvent même pas d'affronter les aspects les moins paisibles du monde, ni encore moins la réalité telle qu'elle est. Ils préfèrent nous raconter comment le monde devrait être. Pour éviter la description de phénomènes désagréables, ils fuient dans le monde des recettes. Comme des autruches qui se mettent la tête dans le sable, ils auront le même destin que ceux qui se refusent à apprendre les leçons du passé et à faire face à notre présent difficile. Leur destin consiste dans la futilité croissante, dûment suivie par l'extinction. Ailleurs, Rota conclut en ces termes: à 70 ans de l'apparition des recherches logiques, les barbares assiègent la citadelle de la phénoménologie en criant avec un accent guttural « Il faut des faits ». Reste encore un plan de proximité entre Châtelet et Rota, celui des relations entretenues par la philosophie et la mathématique. Il y a d'abord cette définition générique. La philosophie met au clair les contradictions. La philosophie met au clair les contradictions que nous refusons d'accepter. Les descriptions philosophiques nous rendent conscients de phénomènes qui sont à la limite du rationnel, de phénomènes dont la science ne veut ni ne peut se charger. Je rapprocherai volontiers cette définition de celle d'Alain Cohn. La philosophie m'intéresse comme moyen de clarifier la pensée, d'éliminer les problèmes qui n'en sont pas, pour mettre en évidence les vraies difficultés d'un point de vue. Mais au-delà de cette définition générique, Rota centre ce qu'il nomme le malentendu contemporain. Les philosophes contemporains, pas tous, heureusement, sont devenus des adeptes de la mathématisation. Ils ont restauré le célèbre mot de Galilée qu'ils proposent à nouveau sous la forme « Le grand livre de la philosophie est écrit dans le langage des mathématiques ». Les philosophes de ce siècle ont souffert au maximum de la dictature de l'irréfutable, la réponse définitive, celle qui aurait échappé aux philosophes pendant plus de 2000 ans, semblait enfin à portée de main à cause de l'effet de l'illusion engendrée par l'imitation aveugle de la mathématique. Les prescripteurs antiphilosophes des règles basées sur la logique mathématique sont qualifiés de philosophes mathématisants, mathématisants de la dernière heure et de philosophes philomathématiques. Une fois de plus, les philosophes mathématisants sont convaincus que
que l'axiomatique est un outil fondamental de découverte, c'est-à-dire que les mathématiciens utilisent l'axiomatique pour arriver à la résolution de leurs problèmes. Non seulement ils ont mal compris le rôle de l'axiomatisation mathématique, mais ils arrivent à prétendre pouvoir l'appliquer en philosophie. En confondant allègrement nourriture et médicament, ils prétendent que la nourriture philosophique doit être remplacée par le médicament de l'axiomatique. Cette erreur grossière trahit leur pessimisme sur la valeur de la pensée philosophique. La position analytique a deux conséquences fondamentales. D'une part, une liquidation de la philosophie et sa vassalisation à une mathématique faussée, au comble du ridicule pour tout mathématicien pratiquant. De l'autre, un plongeon dans le néolibéralisme. Incapable ou peut-être craintif, au lieu d'isoler, d'écrire et d'analyser les structures propres de la pensée philosophique, les philosophes mathématisants sont allés mendier à la porte de notre champ, le champ qu'ils ont toujours envié et vénéré. Secrètement sceptiques sur les pouvoirs autonomes de la pensée philosophique, ils se sont constitués vassaux des simulacres superficiels de la vérité mathématique. Hypnotisé par le succès de la mathématique, le philosophe reste victime du préjugé que cette rigueur est l'unique rigueur possible et que la philosophie ne peut faire autre chose que de l'imiter. D'où le ridicule offensant de cette situation. La rigueur apparente de certains travaux de philosophie, obtenus en y jetant de petites formules de mathématiques en quantité abondante, fait seulement sourire les mathématiciens. Ce serait comme voir un client à la caisse d'un supermarché espérer payer avec des billets de Monopoly. Ce mépris des mathématiciens, à son tour, rétroagit négativement sur l'autoconsidération des philosophes en amplifiant leur complexe d'infériorité. C'est ce que Châtelet, stigmatisé par la formule, se cachait derrière les formules comme derrière son petit doigt. Enfin, last but not least, cette déclaration. Malheureusement, toutefois, les mathématisants de la dernière heure sont incapables de faire face à l'inévitabilité de l'échec. Cette incapacité philosophique les a poussés à construire un nouvel idéal, pris du monde des affaires, c'est-à-dire l'idéal du succès. En bons brasseurs d'affaires, ils ont pris la décision de faire fructifier la philosophie et, dans le cas contraire, de la liquider, comme pour toute autre entreprise commerciale. La situation contemporaine regorge ces antiphilosophes de tout poil, ce qui m'évitera de les citer. Ce à quoi répond encore en écho Gilles Châtelet. Reste le philosophe, toujours soupçonné d'être le mouche du coche. Il a pourtant renoncé depuis longtemps à s'assurer le bénéfice du dernier mot. Se pique-t-il de fondement? On lui reproche, alors à juste titre, de confondre logique et mathématique, de réduire cette dernière à un jeu formel et de la confondre avec l'administration des preuves en se laissant griser par les certitudes syntaxiques. Il faut reconnaître que la tâche du philosophe n'est pas des plus simples. Il est difficile d'enfoncer un coin entre le métaphorique et l'opérationnel. Il subira donc la pression des forces conjuguées de l'art et de la science et fera l'objet de deux tentations opposées. S'abandonner au survol panoramique sans acquitter le prix de la patience du concept, ou, ce qui est plus fréquent et bien pire, se faire l'humble majordome des savants, censé détenir les seules vérités vraiment sérieuses et se cantonner modestement dans une tâche de police formelle. Triste destin de la philosophie. Celle qui tenait autrefois le haut du pavé se trouve désormais réduite au rôle de Cendrillon, commise au vérificatoire et à ses palpitants problèmes d'embouteillage du bon sens. Cendrillon peut aussi se faire pardonner son angoisse devant les calculs, en se montrant dévoué, en persévérant dans la paraphrase d'arrière-garde, qui aimerait réconcilier technique et humanisme. Ce qui est en jeu pour Rota, c'est évidemment la question de l'historicité du savoir mathématique et le refus de tout réductionnisme articulé sur la stigmatisation des trois mythes. Premièrement, le mythe de la personnalité monolithique. Deuxièmement, le mythe du réductionnisme. Troisièmement, le mythe du 0-1. Le mythe de la personnalité monolithique et son absurdité évidente se résumera ainsi. Heidegger ne peut pas être un bon philosophe, puisqu'il est nazi. Deuxièmement, le mythe réductionniste peut s'exemplifier par les déclarations suivantes. Le fonctionnement de l'esprit peut se réduire au fonctionnement du cerveau. L'univers n'est rien d'autre que la fonction psi. La biologie est une branche de la physique. Tout a une application mécanique.
et le texte traitant explicitement de ce mythe est l'influence néfaste. Troisièmement, enfin, le mythe du 0-1 se résumera ainsi. Si le marbre n'est pas blanc, il doit être noir. Bon, Gilles Châtelet disait « la glace au chocolat est au chocolat ». Si vous ne croyez pas que tout peut s'expliquer en termes d'atomes et de molécules, vous êtes nécessairement un irrationaliste. Il n'existe aucune explication valable en dehors de l'explication causale. Donc Karl Rothe a dans Introduction à Indiscrete Thought. Parmi ces réducteurs, les philosophes mathématisants se sont illustrés en soutenant que les énigmes éternelles de la philosophie peuvent être résolues par le pur raisonnement, finalement libéré du poids de l'histoire. Or, la résolution d'un problème mathématique va de pair avec la découverte de l'inadéquation des tentatives précédentes et avec l'enthousiasme vraiment décisif qui consiste en l'habileté à se créer une brèche à travers les sédimentations successives d'observations sans importance, héritées du passé, qui cachent la nature réelle du problème. En termes philosophiques, pour résoudre un problème, un mathématicien ne peut s'empêcher d'examiner le problème dans son historicité. La mathématique confirme que la pensée est toujours essentiellement historique. Il ne reste pas moins que l'historicité des mathématiques et l'historicité de la philosophie sont irréductiblement spécifiques. Premièrement, à la rigueur, toute exposition mathématique est secrètement circulaire, dit Rota. Les théorèmes dépendent des définitions, mais aussi le sens des définitions dépend des théorèmes. D'autre part, la mathématique avance par dépôt des scories du passé, par ses trouées dans les couches phénoménologiques successives, accumulées. Deuxièmement, la philosophie, quant à elle, est reprise permanente et infinie de ces questions inaugurales, retour permanent au futur antérieur. C'est ce qui établit une différence radicale dans les procédures de raisonnement. Voilà ce que dit le raisonnement mathématique commence avec les définitions, tandis que le raisonnement philosophique s'achève avec les définitions. En philosophie, il s'agit toujours de trouver cette définition. Trouver une définition qui après apparaît inévitablement comme une conclusion. En philosophie, non seulement les définitions manquent, mais encore, si l'on pouvait définir clairement les termes philosophiques dès le début, nous n'aurions pas un grand besoin de l'activité philosophique elle-même, et l'on pourrait renoncer aux philosophes. Le statut vide des philosophies analytiques, et pour Châtelet, des nouveaux philosophes avec leurs recettes médiocratiques servies sur les plateaux télé. Dernier point, je serai bref, sur ce que j'ai appelé récoltes et semailles, présent vivant et futur antérieur. Laissant de côté, pour des raisons évidentes de temps, bien des points fondamentaux de cette fraternité, de Châtelet et Rota, l'idée de force d'ambiguïté, la différence item-objet, mathématique, la notion de copule, l'incisivité de la pensée, le génial insight, le gifted mind, l'expérience de pensée, l'abstraction et j'en passe, je reviens sur l'actualité prégnante de ces deux approches connectées. Ce qui caractérise au plus près l'entreprise de Rota, c'est d'abord que le tissage entre la mathématique générique et ses incarnations particulières, avec l'idée que la mathématique n'est rien d'autre qu'un sujet historique par excellence, quelque chose que Jean Cavaillès avait vivement souligné un demi-siècle plus tôt, que ce tissage sous-tend toute sa pensée et traverse nombre de ses conceptions les plus originales. Primauté de l'identité, qui vise à définir l'essence d'un objet, comme son réseau de superposition factuelle, et qui devrait permettre de remplacer une ontologie mathématique obsolète, c'est ce qu'il appelle la comédie analytique de l'existence. La réappropriation de la notion husserlienne de Fundierung, dont on a vu hier les enjeux, en mesure de repenser les transits mathématiques entre factuel et fonctionnel, une phénoménologie des mathématiques ouverte aux formes du faire mathématique, beauté, variété des preuves, imagination, habituellement négligée dans les perspectives traditionnelles de la philosophie mathématique. La philosophie mathématique devrait dès lors réexaminer, sans préjugés et sans prendre de position théorique préétablie, le spectre phénoménologique de l'activité mathématique, ce qui inclut la question de l'émergence de la créativité mathématicienne, celle d'une mathématique comprise comme histoire de ses problèmes, comme variété de preuves et évolution des concepts, comme entrelacement des faits mathématiques et de leur réinterprétation fonctionnelle constante, comme superposition et itération non réductrice des objets mathématiques, ainsi que comme transit ubiquitaire entre formes d'analyse et formes de synthèse. Pour Rota, il convient de refuser d'adopter a priori des systèmes d'exclusion. Je le cite, « La situation contextuelle d'un item,
comme analytique ou synthétique, n'est pas fixé. Ce contrepoint entre chevauchement indéductif et rupture imaginale est donc nécessaire dès les premiers pas de la création mathématique, même si plus tard, le phénomène de sédimentation aura tendance à écraser les fractions. Dans sa logique de 1929, Husserl avait introduit la métaphore d'une sédimentation historique, je le cite, sédimentation historique comme produit d'une idéalité statique d'origine dynamique. Cette sédimentation historique prend place dans un réseau de positions idéales qui semble statique, mais qui émerge sur le terrain de médiations dynamiques et polaires. La mathématique, comprise comme l'étude des transits exacts de la connaissance, c'est son aspect dynamique, construit des invariants partiels, ces idéalités statiques, en mesure de jauger les obstructions et les osmoses dans le transit, rassemblant finalement les différents registres obtenus, et c'est le déploiement de la sédimentation historique. Alors, je terminerai ici par l'aspect plus problématique concernant la phénoménologie. Quant au réseau métaphorique et analogique étudié par Châtelet, il se combine avec des modes précis de sédimentation, exemples, définitions, théorèmes, donnant naissance à un calcul différentiel et intégral, sophistiqué, des médiations et des gradations, une Fundierung, qui oriente l'évolution de la pensée mathématique. C'est toujours cette connexion entre plasticité et exactitude qui fait la force des mathématiques. Et la créativité des mathématiques avancées ne se comprend qu'à travers des perspectives qui reflètent la phénoménologie des transits mathématiques non triviaux. Entrelacement dans des réseaux, gradation non dualiste, contamination sur une continue, entrelacement modaux récursif, dialectique des sédimentations et des résidus, osmose partielle entre images métaphoriques et quasi-objets techniques, recouvrements globaux sur des esquisses locales cohérentes, processus factuels et fonctionnels d'interaction, la Fundierung, enfin, médiation entre polarités. D'où cette extension existentielle à la Rota, les éléments de l'être d'une personne, à supposer que cela existe, sont plus probablement des qualités mal définies telles que caractère bilatéral, ambivalence et tension des opposés. En conclusion, mais en forme d'ouverture, je citerai une dernière fois Gilles Châtelet au début des enjeux du mobile. Gilles y pose une question centrale pour la mathématique et il donne sa réponse. Comment la mathématique, comme science exacte, peut-elle éviter d'être coincée entre l'identique et l'absolument autre? Comment constituer un monde de monades physiciennes, mathématiciennes et métaphysiciennes? Comment penser cette triple cohérence sans adopter la solution théologique proposée par Aristote? C'est à Husserl que revient le mérite d'avoir souligné les enjeux philosophiques de l'instauration du physico-mathématique moderne. Les analyses de la crisis montrent que si le monde est pensé comme universum mathématique, ainsi que l'exige la science depuis Galilée, il doit y avoir un mode de correspondance entre les actes purement géométriques, qui concernent le monde des formes et des figures, et les actes de remplissement matériel. La nature, comme universum calculable, présuppose la violence inouïe d'un protocole d'accord entre rassemblement des figures et rassemblement des corps. De citer Edmund Husserl, tout ce qui s'annonce comme réel dans les qualités sensibles spécifiques devait avoir son index mathématique dans les processus de la sphère de la forme. Et à partir de là, une mathématisation indirecte devait être possible pour construire ex datis tous les processus du côté des remplissements. Tant 3 ans après cette déclaration de Châtelet, que nous venons de voir, dans un texte intitulé « Autour du vrai-faux rapport d'Éric Aliez, de l'impossibilité de la phénoménologie », Châtelet écrit ceci. « Ceux qui refusent de tirer les conséquences de l'impossibilité de la phénoménologie déjà annoncée par Cavaillès se condamnent à rester au milieu du gué. Déjà trop loin pour pratiquer le cabotage standard de l'objectivité, mais encore trop près de la phénoménologie classique, et donc happé par la course folle des réductions indéfinies du grand train fantôme pan-phénoménologique, de tout l'appareillage pittoresque du vertige, de l'appel, de l'innocence de l'événementiel, de l'étrangerie radicale, du pur voir, de la présence non présentable, du post-avant et du post-après, du post-arrière, du temps de l'art à la limite de l'offrande, de la pure épiphanie de l'étang comme tel, et enfin, contaminé par ce qui est
plus odieux pour l'auteur de ces lignes, une espèce de fascination pour le mal radical, la bête noire toujours secrètement enviée. Malheur aux fâcheux lucides, qui oseraient dénoncer toutes ces entités burlesques, aussi radicales que peuvent l'être des polichinelles endimanchés dans l'esprit de sérieux et se disputant les dépouilles du grand Frisson et de Garien. Les passagers du train fantôme ont une espèce d'obsession de la prestidigitation, fabriquer un X qui aurait toutes les déterminations de X, mais qui n'est pas X comme tel. Ils croient pouvoir s'enivrer du nectar dispensé par le hasard et l'événement, alors qu'ils ne font que mimer désespérément la poursuite de l'épopée absolue.